Alors, moi, ce soir, je vais vous parler de l'event loop en JavaScript. Alors, je suis Jean de Campredon, je suis lead dev à WeAssure. C'est peut-être un petit rapport avec ce que je viens de dire, mais on ne sait pas. Alors, avant même de commencer le talk, je vais faire un tout petit disclaimer. C'est un talk qui est un peu trop long par rapport à ce qu'on prévoit. C'est un talk que j'ai fait parce que c'est un talk qui me tient à cœur, que l'event loop, c'est une fonction, c'est un aspect fondamental du JavaScript et qui est souvent très méconnu, voire pas connu du tout des développeurs et à tort. Donc comme mes collègues, je vous ai mis tous mes réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me contacter, pas de problème. Et je vais commencer par forcément vous parler de JavaScript, puisqu'on parle de l'event loop. Et JavaScript, en fait, ça a été décrit par son inventeur comme a single-threaded non-blocking asynchronous concurrent language. Je ne devrais pas faire ça juste après Daniel. Euh, mais cette phrase, si vous comprenez bien, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que ça dit tout et son contraire. A single threaded, donc tout se fait dans un même thread, mais en même temps, il y a des actions concurrentes en parallèle. Ok, on va continuer, on reviendra là-dessus. Donc, si vous avez déjà eu le plaisir de travailler en JavaScript, vous avez sûrement entendu parler d'Event Loop, de CallStack, de TaskQueue, de WebAPI. Tout ça, c'est des noms, je ne sais pas si vous mettez bien ce qui va derrière avec, mais on va le revoir, donc il n'y a pas de souci. Deuxième petit disclaimer, mon talk se fait sur les browsers, donc sur JavaScript dans les browsers, mais JavaScript run aussi sur Node, vous pouvez le savoir. Pas de souci, ça marche de la même façon, la seule chose qui change quasiment, c'est les bindings. Donc pas de problème, si vous comprenez celui-là, vous comprenez comment ça marche sur Node. Donc si on revient sur la phrase de description, single threaded, ça veut dire que en JavaScript, tout se fait dans un seul thread. Donc toutes les tâches s'exécutent les unes après les autres. Le code que vous produisez, le render du browser et l'event loop. Tout ça, ça se fait dans un seul thread. Donc forcément, ça doit être non bloquant. Parce que si c'est bloquant, forcément une tâche bloquante empêche toute autre tâche de s'exécuter juste après. Qui plus est, dans les browsers, vous avez une contrainte de plus, c'est qu'il ne faut pas être bloquant parce qu'on veut du 60 fps. Du 60 fps, ça veut dire que toutes les 16 millisecondes, votre browser doit re-render, sauf que le render se fait en JavaScript. Et le render prend 4 à 5 millisecondes. Donc vous avez 10 à 11 millisecondes pour fetcher vos data, les computer, les displayer et créer votre layout. Bonne chance. Ok, asynchrone. Asynchrone, ben forcément, puisqu'on n'a pas de grosses tâches, on va être obligé de les séparer, de les prévoir pour plus tard, et donc ça va s'exécuter dans un ordre pas forcément linéaire et programmé, mais un ordre déterministique. Et donc, concurrente, ça veut dire qu'il y a des opérations qui se passent en parallèle. Et des opérations qui se passent en parallèle, en fait, JavaScript triche, parle avec des bindings à des API, et qui vont faire les gros travaux bloquants, notamment les entrées I/O et ces sujets-là. Ok, donc on va essayer de schématiser ça rapidement. Un seul thread, une ligne, tout se passe dans cette ligne. JavaScript se lance, une tâche JavaScript se lance. Elle peut appeler des tâches lourdes, quelque part on ne sait pas trop où. JavaScript peut aussi programmer des tâches pour plus tard. Ok. Ces tâches lourdes, elles aussi, peuvent programmer des tâches pour plus tard. Vous avez fait une tâche lourde, vous avez décomputé une image, il faut bien que l'image soit render dans le browser. Ça doit s'appeler. Le user qui utilise votre programme, ben, quand il clique sur un bouton, lui aussi programme un retour, donc un callback. Et le browser, lui aussi, peut demander à faire un render supplémentaire. Donc tous ces éléments peuvent prévoir des éléments JavaScript. Et bien dans ce joyeux bordel, heureusement, vous avez l'event loop. L'event loop, c'est la bonne petite fée JavaScript qui va se runner à la fin de chacune de vos tâches et qui va vous dire quelle tâche choisir pour après. Et voilà. Ok, donc là, effectivement, ce qui peut runner les lourdes tâches, c'est les API. Ce qui peut runner donc les tâches JS, ce qui stocke les tâches JS, c'est ce qu'on appelle la task queue et l'event loop qu'on a vu tout à l'heure. Ok, on va rapidement s'intéresser à comment ça se passe dans le single thread, donc comment une tâche s'exécute en JavaScript. Très rapidement, c'est assez simple, il y a un heap et un call stack. Un heap, je ne vais pas revenir dessus, c'est pour de la memory allocation, c'est une data structure très connue. Si vous voulez savoir ce qu'est un tas,
aucun problème, allez-y, vous trouverez 1 milliard de documentation, c'est très simple à comprendre. Et la call stack, c'est un peu plus intéressant parce que ça nous permettra d'expliciter les mécanismes plus tard de l'event loop. Alors, voilà un script.js tout simple. Et un script.js, quand je le lance, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça rentre le script dans la call stack. Ça appelle le script. Quand je parcours le script, le premier appel à une fonction que je tombe, c'est square. Donc square est appelé, donc forcément square rentre dans la call stack. Square appelle multiply, il ajoute dans la call stack. Une call stack, ça s'appelle une call stack parce que c'est une stack. Une stack, c'est une pile. On se rappelle qu'une pile, on peut interagir qu'avec le dessus de la pile. Donc ajouter un élément sur le dessus et l'enlever. C'est tout ce que ça fait, c'est tout ce à quoi ça sert. Ok, multiply va return, donc forcément il s'enlève de la call stack. Square render, il s'enlève de la call stack. Sum est appelé dans la suite de l'index. Sum return, il s'enlève de la call stack. Et index est enlevé de la call stack. Ça y est, la tâche est exécutée. Une tâche JavaScript n'est exécutée que lorsque la call stack se vide. Ok, mais ça explique aussi souvent quand vous faites des programmes un peu idiots, que vous pouvez lancer des programmes du genre stupid.js qui va appeler stupid, 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 qui va appeler stupid. Et là, votre browser va vous dire, espèce de noob, arrête de programmer, il faut que tu fasses des progrès. Ok. Donc maintenant qu'on a compris la call stack, on va essayer d'aller voir ce que c'est que la task queue. Alors, quand on lance un script quasiment pareil que tout à l'heure, le premier appel de fonction, ça va être setTimeout. setTimeout, qu'est-ce qu'il fait? setTimeout, c'est une des pierres angulaires des API JavaScript. Et ça permet en fait tout simplement de programmer une tâche à plus tard. Donc il appelle une API magique qui va programmer la tâche square dans la task queue. Ça continue, j'arrive à sum, j'appelle sum return, je return, et index est fini. Ma call stack est vide, mais ma task queue n'est pas vide. Donc notre bonne fée revient, l'event loop arrive, passe square dans les tâches à exécuter, square est lancé, square appelle multiply, multiply return, square return, c'est fini, on est content, tout a été exécuté comme on l'entend. Ok, on va essayer de visualiser ça sur un schéma assez rapide. Donc je commence, j'ai une tâche d'entrée, elle m'amène sur l'event loop. L'event loop, comme on l'a vu dans le premier exemple, s'il n'y a rien à faire dans la task queue, elle fait juste que tourner sur elle-même, elle attend. Maintenant, si on a programmé quelque chose dans la task queue, en fait, elle peut prendre un détour. Et on va modéliser ça par un détour, parce que comme ça, l'event loop, elle est en permanence en train de tourner et elle arrive à des embranchements. Et à des embranchements, elle va pouvoir faire un choix. Ce choix va être plus ou moins complexe à comprendre. On ne va pas rentrer dedans, j'ai encore que 10 minutes. Ça va être un peu dur. Mais là, le choix est assez simple. C'est est-ce que j'ai une tâche de programmer, je rentre dans le détour, je exécute ma tâche. Est-ce que j'ai pas de tâche de programmer, je continue dans ma loop. Ok. Assez simple, et là je pourrais vous dire mon talk est fini, vous avez compris comment ça marchait, c'est cool, c'est pas très intéressant, mais c'est ce que généralement les développeurs JavaScript connaissent de l'event loop. Ok, maintenant on prend ce programme. Eh ben, le premier programme, il va, si vous le lancez sur une page web, il va freeze complètement, tandis que le deuxième ne va pas freeze. Alors, pourquoi? On arrive assez bien à le comprendre. Le premier, en fait, lance une boucle infinie. Comme on le dit, une boucle infinie, elle ne sort jamais. Donc la call stack ne se vide jamais par rapport à tout à l'heure. Si la call stack ne se vide jamais, les autres fonctions ne peuvent pas être appelées. Si les autres fonctions ne peuvent pas être appelées, eh bien, forcément, le render ne peut pas être appelé. Le freeze timeout, lui, il programme des tasks en peu continu. Donc si le modèle était aussi fruste que celui qu'on vient de voir, eh bien, je rentrerai dans ma call stack, je programmerai une tâche, je rentrerai dans ma loop, j'ai programmé une tâche, ma loop réexécuterait la tâche, et une fois de plus, on ne voit pas comment le render serait rentré. Le render doit rentrer d'une certaine façon, donc il y a une certaine priorisation qui est faite pour faire passer le render avant la tâche programmée en setTimeout. Et en fait, si on regarde les specs HTML, on va voir que les specs W3C, on va voir que le plus simple, c'est de le modéliser par un autre détour. En fait, lorsque l'event loop voit qu'elle a une tâche programmée, elle rentre, elle exécute uniquement la première tâche de sa pile, elle ressort dans l'event loop, et là, elle arrive à un autre détour, à un autre embranchement, qui est l'embranchement du render. Et l'embranchement du render, c'est là que le browser va lui dire plus ou moins rentre pour render. Une fois de plus, l'embranchement du render, il est un peu plus complexe.
C'est-à-dire que c'est le browser qui va lui dire si j'ai besoin ou pas de render. Les nouveaux browsers comme Chrome ont des optimisations absolument folles qui détectent si oui ou non ils ont besoin de re-render. Et qui plus est, il y a une contrainte de temps, c'est-à-dire qu'un browser ne va pas vous faire render plus que 60 fois par seconde. Ça serait idiot et ça serait une perte de computation time. Donc, intéressons-nous un peu à ce détour, donc les render tasks. Le render, en fait, dans un browser, il se fait en 3 phases. Le styling, le layouting et la pixelisation. Le styling, on comprend bien, il applique le style, en fait, que vous avez appliqué au modèle DOM, la DOM API une fois de plus dans le browser, élément fondamental qui va vous permettre d'interagir avec le visuel de ce que vous displayez. Donc le style des éléments, le layouting, il va computer là où les éléments se placent, plus ou moins, et la pixelisation, il va transformer votre modèle DOM en petits pixels que vous pouvez voir, ce qui est cool pour votre utilisateur. Donc on se rend compte d'une chose très vite, c'est que durant la render task, les modifications qui ont été apportées au DOM sont groupées. C'est-à-dire que vous pouvez apporter toutes les modifications que vous voulez à un élément. À la fin, il ne prend que le résultat final, l'état final dans lequel l'élément a été modifié. Ok, plaçons-nous dans un référentiel un peu temporel maintenant. On va voir un petit peu ce que c'est que l'animation. Ok, donc dans un temps, imaginons que ces petits blocs, c'est des frames de 16 millisecondes. Ce que j'aimerais dans un cas idéal, c'est que je render au début de ma frame de 16 millisecondes et que mon user puisse voir toutes les 16 millisecondes un nouveau browser bien render, bien comme il faut. Si vous travaillez bien, vous aurez des petites tâches JavaScript comme ça, non bloquantes, qui vont s'intercaler entre les renders et tout se passe bien. Ok, les animateurs, avec ce qu'on vient de dire, maintenant on ne parle que de tâches JavaScript qui est relative à l'animation. Vu que les modifications sont groupées, ils se sont dit, bon, ça sert à rien de faire plusieurs tâches, je vais essayer de toutes les grouper et de toutes faire mes modifications juste avant le render. Et pour ça, ils ont utilisé cet intervalle. Oups, pardon. Et cet intervalle, en fait, c'est exactement comme cette timeout, sauf que ça le répète. C'est assez évident, cet intervalle au lieu d'un set timeout. Et ça, c'est un méga hack. C'est un méga hack qui fait arriver ce qu'on appelle des drifts. Par exemple, c'est pas le seul problème, mais c'est le problème le plus évident à montrer, donc je vous montre. Donc imaginons que durant la deuxième frame, je fasse une méga tâche JavaScript qui prenne beaucoup de temps et qui bloque mes ressources. Et bien, la tâche d'animation qui doit se faire à la fin de la tâche 2 pour donner un render à la frame 3 qui est différent de la frame 2, elle s'exécute après. Et comme c'est bloquant et comme on a vu que la loupe donnait une sorte de priorisation au render, elle va s'exécuter après le render. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que votre utilisateur, il va voir une frame sur 2 s'animer. Et la deuxième frame, à chaque fois, va avoir une double dose d'animation. Ça va paraître laggy, cranky, dégueulasse. Évitez. Alors, pour répondre à ces problèmes, les browsers ont introduit ce qu'on appelle Request Animation Frame. J'ai mis RAF parce que ça ne rentrait pas sinon dans mon slide. Et Request Animation Frame, qu'est-ce que c'est? C'est un petit coup de magie que nous a donné les browsers pour en fait placer de l'exécution JavaScript juste avant le render, sur le détour du render. Vous le voyez là, sur le détour du render. Et cette tâche, comme en fait, c'est une pile exactement comme la première pile, c'est une queue, excusez-moi, comme la queue des task queues, qui est un petit peu tricky, c'est-à-dire qu'elle va exécuter toutes les tâches qui sont planifiées avant de commencer l'exécution des tâches. C'est-à-dire que si dans mon code j'appelle 8 fois request animation frame, je vais exécuter les 8 animation frames avant le prochain render. Maintenant, si j'appelle request animation frame dans une tâche qui a été appelée par request animation frame, le code dans ce nouveau request animation frame va être exécuté avant le deuxième prochain render. Ce qui est absolument génial pour un animateur parce qu'en nestant les request animation frame, en fait, vous pouvez exécuter du code soit avant le prochain render, soit avant le second prochain render, soit avant le troisième prochain render, soit avant le quatrième prochain render. C'est un truc qui obsède les animateurs, mais c'est absolument génial de jouer avec ça. Ok, donc si vous avez déjà compris tout ça, c'est cool parce que vous savez faire tout ce qu'il faut faire en JavaScript et vous allez aller bien. Maintenant, il y a une toute petite dernière subtilité qui est la microtask. En fait, le problème est le suivant, c'est qu'on a vu qu'on pouvait planifier des tâches avec cette timeout, par exemple, dans la task queue.
sauf que la task queue, c'est une queue, et donc en fait, elle agit en FIFO, first in, first out. Donc si vous planifiez une tâche lambda après 3 autres tâches, elle s'exécutera en 4e position. Sauf que parfois, vous avez envie d'avoir la main, et vous avez envie d'exécuter une tâche immédiatement. Et c'est ce à quoi répondent les microtasks. Les microtasks, c'est les prochaines tâches qui vont être exécutées quoi qu'il se passe. Si vous êtes en train d'exécuter une tâche, l'event loop va toujours donner la priorité aux microtasks. C'est ce qu'on peut voir avec ce code. Avec ce code, on a planifié donc des console logs, soit avec setTimeout, soit avec request animation, soit avec la résolution de promesse. La résolution de promesse, c'est une microtask, et donc en fait, le console log des promesses passe avant les console logs des request animation frame et des setTimeout. Ok, pour revenir à mon petit schéma, si on veut le modéliser, ben en fait c'est un dernier détour. Sauf que c'est un détour un tout petit peu plus complexe. Comme vous le voyez, c'est un embranchement en bas à gauche. Je rentre dans l'embranchement, j'exécute une tâche, et là je re-rentre dans la loupe. Mais je rentre dans la loupe avant l'embranchement d'entrée. Donc s'il y a une microtâche qui a été planifiée pendant ma microtâche, eh ben, l'event loop va dire c'est une nouvelle microtâche, j'exécute d'abord celle-ci. Voilà. Ben écoutez, si vous avez réussi à me subir pendant ces 15 dernières minutes, je crois que je le tiens à peu près en 15 minutes, vous êtes bon. Et voilà, je voulais juste vous faire remarquer que mon petit schéma il ressemblait au V8 de Google, je trouvais ça assez cool. Je ne l'ai pas du tout fait exprès, c'est à la fin j'ai fini, j'ai fait oh c'est le V8. Et ça n'a aucun rapport, ça n'a aucune connaissance, mais je trouvais ça rigolo. Ok, vous avez des questions peut-être? Quand tu parles des promesses pour les microtasks, est-ce qu'il y a autre chose que les promesses ou tu n'as que les promesses pour les microtasks? Alors, les microtasks, à la base, elles n'ont pas été créées pour les promesses. Les promesses, c'est aujourd'hui ce qui est le plus utilisé. Mais à la base, c'était pour les mutation observers. Les mutation observers, c'est un petit peu compliqué, mais grosso modo, comme je vous ai parlé, comme je vous en ai parlé, dans les browsers, la façon d'interagir avec le visuel, c'est l'API DOM. L'API DOM qui vous permet de modéliser ce que vous voyez à l'écran. Et toujours une fois de plus, pour donner des UX assez flexibles, on a voulu, à un certain moment, les développeurs ont exprimé le besoin de savoir, d'avoir un événement qui se déclenche chaque fois que je modifiais le DOM par une fonction JavaScript. Et bien, cet événement qui se déclenche, c'est un event de mutation observer. Et on voulait leur donner une certaine priorité par rapport au set timeout. Parce que si on veut observer le DOM, on veut forcément que ce soit les premières choses qu'on exécute juste après. Donc en fait, c'est né comme ça, à la base. Mais ouais, il y a pas mal d'exemples qui marchent sur les microtasks. Merci. Je pose une question. Quand on a une tâche qui s'exécute et qu'on veut lancer une immediate task, pourquoi finalement on crée une immediate task au lieu d'exécuter directement le code complet? En fait, ça dépend. Pourquoi on crée une immediate task? Pourquoi on planifie la tâche après pour pas. Parce que si tu. Ok. On est dans le monde, une fois de plus, il faut te rappeler qu'on est dans le monde du browser. Je suis dans le monde du browser, la chose la plus commune qui m'arrive de faire, c'est de fetcher des datas. Donc, si je veux immédiatement exécuter le résultat que je peux faire quand j'ai mes datas, je vais devoir attendre le fetch de mes datas. Donc, je vais dire à l'utilisateur, écoute, pas de souci, je fetch mes datas, tu es en 3G, au fond du cul du trou du loup, et ça va prendre 12 secondes. Pendant 12 secondes, ton browser, il fait plus rien. Il attend que ces datas arrivent. Donc ça sert notamment à ça. Merci.